faire un cours de rapière comme je pourrais faire à des gens qui sont des pratiquants. Pour moi, vous êtes des enseignants. Et ceci peut être peut-être plus tard un atout pour pour capter un nouveau public. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est réfléchir un petit peu. Pourquoi l'escrime de duel et comment ça peut marcher. Donc, on parle d'escrime de duel. On a des armes qui sont, c'est vrai, vachement sympas. Vous connaissez tous du fleuret, de l'épée, du sabre. Comment on va pouvoir utiliser cette arme-là? Le problème, c'est que, en gros, vous avez très peu de personnes qui sont capables de vous l'enseigner. Donc, il va falloir réfléchir. Et puis, se tourner vers éventuellement, pour trouver de la technique, pour progresser, se tourner vers les livres de l'époque. Mais déjà, à la base, l'escrime de duel, ça veut dire quoi? Comment ça va marcher par rapport à l'escrime sportive? Parce qu'on connaît l'escrime sportive, donc on va s'en servir. Alors déjà, un duel, ça consiste en quoi? Un contre un. A priori, ouais, on est sur une escrime à un contre un. Je dis bien a priori, pas toujours le cas. Voilà. Un contre un. Pas de règle. Ça, c'est déjà un premier point. Mais, ok, quel est le but? Tuer l'adversaire. Le combat à cette époque-là est un combat à mort. C'est-à-dire qu'a priori, on vient sur le trait pour tuer l'adversaire. Oui, mais il y a un corollaire. Ne pas se faire tuer. Celui qui raconte l'histoire d'un duel, c'est celui qui ressort sur ces deux titres. D'accord? Donc, il aura toujours vaincu avec honneur. La postérité dira qu'il a vaincu avec honneur, puisqu'il a survécu aux autres. Donc, voilà. Déjà, par rapport à l'escrime sportive, on n'est pas là pour toucher, on est là pour tuer. Symboliquement, mais on est là pour tuer. Bien. Bon, on va se poser la question, comment ce truc-là peut tuer? D'après vous. Pour ça, on garde l'arme. On peut faire des tests avec certaines armes. Et on va s'apercevoir que, elle est très longue. Et surtout, relativement fine. Fine, ça veut dire que je ne vais pas avoir beaucoup de masse pour donner un grand coup de taille. Par contre, je vais avoir une arme qui sera extrêmement efficace pour planter. Pourquoi grande? Pourquoi elle est aussi longue? Parce que c'est l'époque où on découvre que si j'ai une arme d'estoc face à quelqu'un qui a une arme plutôt de taille, eh bien, je vais pouvoir le frapper de plus loin. Pourquoi? Alors là, il m'en faut une autre. Voilà. Donc là, j'ai une arme qui est une arme du Saliel. En fait, quand on a commencé à se battre en duel civil, on a commencé à se battre avec ce genre d'arme. Et je vous ai parlé hier de la notion de centre de percussion avec une arme de taille. Si quelqu'un vous met ce devant moi. Voilà. Bon. Ici, avec une arme de taille, si je veux utiliser le centre de percussion, je dois aller ici. Je dois avoir une lame plus large, plus massive, de manière à trancher. D'accord? Le seul problème, c'est que regardez où je suis. Tout le souci. Là, voilà. La première réaction, quand on a commencé à voir que les lames d'estoc étaient efficaces, ça a été d'allonger les lames. Pourquoi? Parce que tant que je
Donc voilà pourquoi la lame est aussi longue. Pas uniquement à pied. C'était uniquement à pied. Là existait des combats à cheval. Le combat à cheval était plutôt un combat militaire pour ce que j'en sais. Exception faite de la voûte médiévale, mais qui était interdite à l'époque de Louis XIII puis Louis XIV. Donc, cette arme-là, voilà. Pourquoi elle est longue? Parce que c'est le moment où on commence à frapper des stocks. Dire. Maintenant, si on veut tuer quelqu'un, qu'est-ce qui va être efficace? Alors, là on va dire, ok, pour être efficace, il va falloir piquer. Très bien. Ensuite. Merci. Bon non. Bien. Donc, où va être le bon endroit? Partie vitale. Très bien. Où sont les parties vitales? Le pied. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que on est en train d'essayer de reconstituer, de comprendre une arme. D'accord? Donc dire les parties vitales, ben oui, les parties vitales, mais à vos élèves, vous allez être obligé de leur dire, bon ben voilà, la cible, ce qu'on appelle en sportif la surface valable, elle est là. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez donner comme surface valable à vos élèves? C'est-à-dire la surface où votre arme sera réellement efficace. On a vu qu'elle serait plus efficace des stocks, même si on peut donner des coups de toc. Alors, tout se situe en gros, on est pour un individu, voilà. Si on prend le triangle, si on passe une ligne sous les bras, on remonte au sommet de la tête, on va avoir les zones, je dirais les zones vitales majeures. Tout qui va rentrer là fera beaucoup de dégâts. On peut rajouter toute la partie ventrale. Pourquoi? Là-dedans, il y a les viscères. À l'époque, le niveau de la médecine n'était quand même pas extraordinaire. Donc, ça veut dire que quand on prenait un coup d'épée, là, on n'en mourrait pas tout de suite. Mais par contre, 3 jours, 15 jours. Et c'était pas des morts agréables. Donc, on peut considérer que les zones mortelles, c'est la poitrine, le ventre et la tête. Tiens, la tête en moins, c'est bizarre, ça me rappelle une arme chez le fleuret. Pourquoi? Le fleuret, c'est une arme d'entraînement. Oui, mais d'entraînement pour quelle arme? Celle-là? À l'origine? À l'origine, le fleuret, c'est l'arme d'entraînement pour ce type d'épée qui arrive après la rapière. Ultra légère, ultra rapide. D'accord? Pourquoi il n'y a pas la tête? Au fleuret. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de masque. Donc, comme il n'y a pas de masque, on ne va pas donner la tête. Aujourd'hui, on a des masques qui sont performants, beaucoup plus performants qu'ils ne l'étaient, ne serait-ce qu'il y a encore, on va dire, 60 ans. Donc, on peut très bien réintégrer la tête, parce qu'on fait les deux. On peut très bien réintégrer la tête, enfin, réintégrer la bavette, réintégrer la tête dans la surface de la tête. Donc, puisqu'il n'y a pas de règle, puisqu'on a l'équipement protecteur nécessaire, eh bien, on va pouvoir réintégrer la tête. Ça veut dire que le fleuret apparaît qu'un point est Alors, il existe un fleuret à l'époque de la rapière. Le fleuret existe déjà, le fleuret il existe, il commence à apparaître, c'est-à-dire l'arme neutralisée des stocks à lame carrée d'entraînement, c'est-à-dire spécifiquement de salle, existe dès la fin du XVIe siècle. Par contre, le fleuret en question a ce gabarit-là. Ensuite, à la fin de l'époque
avez une petite évolution du fleuret qui amène à ça. Ça, c'est le fleuret de l'époque de Louis XIV. D'accord, refait sur mes indications par un ami. Donc, voilà. Au départ, le fleuret a la même longueur que la rame. Et ensuite, il va se réduire pour avoir la même longueur que l'épée. Sachant que l'épée de cour, les lames ne sont pas fixes. Alors, les lames ne sont pas fixes, ça veut dire que chacun va se battre avec l'arme qui l'intéresse. D'accord. Bon, ça. On va passer sur l'histoire, on va revenir un peu sur l'arme. Donc, on sait que, a priori, il faut arriver à toucher son adversaire plutôt des stocks que de taille. Et avec, du côté de la poitrine, la tête, devant. Après, c'est fun. Ah, deux armes. À quoi va servir l'une, à quoi va servir l'autre. Là, l'une va servir essentiellement à frapper, l'autre va servir à détourner la pointe. Comment on va utiliser ça? Et bien là encore, il va falloir réfléchir un petit peu. Mais toujours réfléchir sans perdre de vue le but et le but du jeu et la manière dont on va toucher. Pourquoi? Parce que c'est avec ces éléments-là, plus ce que je vous ai fait faire hier, qu'on va pouvoir commencer à défricher une technique de jeu. D'accord? Donc là, pour l'instant, je vais vous proposer d'aller chercher les vestes, masques, et si possible, que la terre. Vous connaissez la manière de toucher principale, c'est-à-dire les stocks. Vous pouvez donner des coups de taille, mais vous savez qu'ils sont très peu efficaces. Donc, le grand coup de taille qui fait joli, celui-là on l'oublie. Et ensuite, eh bien, le but du jeu, ça va être donc de toucher. Si on blesse l'adversaire, le combat ne s'arrête pas. Bah oui, en duel, blessé, continue. Dire, c'est pas je suis touché, je m'arrête, on se remet en garde et on refait une touche. Non. Ça arrive. En gros, quand mon adversaire est mort et la touche suivante, je la fais avec un autre adversaire. Dernière chose aussi. Ça, c'est les textes de l'époque qui nous le disent. Quelqu'un qui vient devant moi. Si je touche pas mon adversaire, est-ce qu'il va mourir immédiatement? Pas forcément. C'est même pas forcément, c'est sûr, c'est jamais. Vous pouvez considérer que votre adversaire, à partir du moment où vous l'avez touché, va rester encore vivant entre 15 et 40 secondes. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Là, moi j'ai vu un sanglier avec le cœur transpercé, continue à courir pendant 400 mètres. Un humain sous l'effet de l'adrénaline et qui est décidé à sauver sa peau, ça va être pareil, il va encore être capable de combattre, même blessé à mort. La deuxième chose, c'est qu'il saura par contre qu'il a été blessé à mort. Okay. Tous les traités vous disent un ennemi ne sera jamais aussi dangereux que lorsqu'il a été touché. Corollaire, ça veut dire quoi dans l'activité? Touche et tu te barres, tout à fait. C'est-à-dire que on ne va pouvoir valider la touche puisque le but c'est de s'approcher de ce qu'était un duel. D'accord? Donc ça veut dire que là ma touche n'est pas valide. Je ne vais pouvoir valider ma touche qu'après avoir contrôlé l'épée adverse. Voilà, là je suis hors de distance. J'ai frappé mon adversaire, je suis hors de distance. Moi je suis sauf. Là j'ai remporté le duel.
que les duellistes étaient souvent des hommes, quoique les femmes se battaient aussi. Enfin, pas toutes, mais certaines femmes se battaient. Et généralement, Clémy se mariait jeune. Quand on mourait en duel, on laissait une veuve éplorée. Enfin, selon la fortune, c'est peut-être pas si éploré que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, quand on a réussi à toucher l'adversaire, eh ben, il va falloir se débrouiller pour contrer le coup qu'il va pouvoir jouer. Une fois que vous êtes revenu hors de distance, voilà, là, on peut accorder. Dernière chose, c'est celui qui a reçu le coup, qui va estimer les dégâts que ça lui aurait fait et qui va accorder la touche. D'accord? Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec un règlement international de 40 000 touches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une activité que les gens puissent pratiquer n'importe où. Là, on est en salle, on peut très bien le faire dehors. Et pour le fun. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée de compétition derrière. S'il n'y a pas d'idée de compétition derrière, eh ben, on peut très bien accorder le coup à l'adversaire. Hop! Voilà, on peut estimer que c'est mort. Si c'est là, hop, on continue. Hop, on continue. Hop, ça c'est stupide. D'accord? Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous mettre deux par deux et de tester. Juste une dernière chose. Ici on est entre nous, on est en salle. Donc tout comme on le fait en salle d'escrime, c'est à tester à l'école. On sait. Et ensuite, à la fin, on va toucher la main de son adversaire. Donc là, pour saluer, avec ces armes-là, on a deux armes. On a la description d'un salut de l'époque. Alors, tant qu'à faire, on va l'utiliser. Comment ça fait? Ça fait croiser, décroiser les armes, abaisser par là. Après, moi, je l'ai un peu modifié en disant croiser, décroiser les armes, abaisser par là. Et en haut. Donc, vous avez une arme pour frapper, une arme pour parer. En gros, but du jeu, tuer votre adversaire sans vous faire tuer. Messieurs, regarde. Alors, vos conclusions. Déjà, la première chose, est-ce que, avec les explications qui me semblent relativement logiques que je vous ai données, l'escrime que vous allez produire ressemble à quelque chose que vous connaissez? Certaines choses qui ressemblent. Alors, il y a certaines choses qui ressemblent. Donc, à quel type d'escrime vous allez la rapprocher? Celle qu'on connaît. La nôtre. Oui. C'est sportif. Tout à fait. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en opposition, vous n'êtes pas là pour faire des fioritures, vous n'êtes pas là pour le public, vous êtes là pour toucher. L'escrime de duel, c'est une escrime sportive. Et, corollaire, vu la manière dont on va porter les coups, le tempo dans lequel on va porter les coups, il est extrêmement dangereux de pratiquer l'escrime artistique, enfin de vouloir régler un combat d'escrime de spectacle ou d'escrime artistique avec des techniques et des comportements de duellistes. C'est à peu près comme vouloir régler un combat d'escrime artistique avec de l'épée sportive. C'est dangereux. Pour pouvoir pratiquer, il faut impérativement du matériel sécurisé. Pointe, blunté, vérifiez le blunt. Si vous n'avez pas de blunt, c'est ainsi dangereux que si vous n'avez pas de mouche, vous venez un casser en sportif. D'accord? Les lames, je vous les montrerai tout à l'heure, ce sont des lames spéciales. On ne fait pas ça avec n'importe quelle arme. La garde peut être différente
Cette garde-là, c'est une chose, vous en avez une autre, ça, c'en est encore une autre. Oui, oui, mais la lame qui est l'instrument qui doit toucher doit être impérativement neutralisée. La dague, on sera plus rarement avec, donc c'est un peu moins grave, mais et comme toute lame de combat, cette lame peut se briser. Si la lame se rompt, elle devient aussi mortelle qu'une arme d'escrime sportive. Ça veut dire qu'il nous faut des protections pour pratiquer. La veste, le pantalon, éventuellement le sous-bras et le masque. Alors par contre, est-ce que ça va être aussi dangereux que l'escrime sportive? Il y a moins de vitesse, oui, mais il y a beaucoup plus d'inertie. Alors, t'en rends compte plus vite? Ouais, surtout ça arrive beaucoup plus rarement. Pourquoi ça arrive beaucoup plus rarement? Simplement, c'est inhérent au nombre de touches discipées. Un match d'escrime sportive, c'est une lame qui est très fine, mais surtout une 15 touches par match. 5 ou 15 touches. Nous, dans la philosophie, on va dire qu'on va avoir une seule. On va tirer sur une seule. Donc à partir de là, eh bien, on va moins fatiguer le matériel. À titre indicatif, en plus les lames sont un peu plus robustes, puisque les épaisses sont plus longues. À titre indicatif, je dois casser une lame par an grand max. Donc j'ai certaines lames que vous avez à la main. Donc voilà. Toujours faire attention à la sécurité. Les standards de protection sont les mêmes que ceux de l'escrime sportive. Alors maintenant, on a une rapière, on a une dague. Comment on va pouvoir se mettre en place? Alors, déjà, c'est une escrime qui n'est pas faite pour être pratiquée à l'intérieur, c'est une escrime pour être pratiquée à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déplacements qu'on a dans l'escrime sportive, on va être très léger, très vite. Est-ce qu'on va pouvoir le faire à l'extérieur? Non. Difficilement, ça dépend du terrain. Difficilement. Il n'y a pas de terrain. Là, si vous allez dehors et que vous partez comme je viens de partir, a priori, voilà, sur l'herbe, on risque de glisser, de se faire un peu. Donc ça veut dire qu'il va falloir adapter les déplacements à des déplacements qui peuvent se faire sur tous les terrains. Et oui, l'un des intérêts de cette escrime, c'est justement de sortir de la salle d'armes. L'un des intérêts de cette escrime, c'est si j'ai un bout de gazon comme ça, si on a les protections, si on a les armes, on peut pratiquer. Et accessoirement, sortir l'escrime de la salle d'armes, ça peut être une bonne promo. Donc à partir de là, alors évidemment, il faut faire attention avec l'utilisation, on ne va pas pratiquer n'importe où, c'est pas mon propos. Mais par contre, si vous avez un endroit qui est bien en vue et où vous avez l'autorisation de pratiquer, eh ben vous pouvez aller pratiquer dehors. Donc les gens peuvent vous voir, peuvent être intéressés et peuvent venir dans vos clubs. Alors que quand vous êtes dans votre salle d'armes, les gens ne font pas le détour par la salle d'armes, sauf s'ils ont vraiment envie de pratiquer l'escrime, s'ils connaissent quelqu'un qui pratique l'escrime. Donc, on va se déplacer sur du gazon, terrain glissé. Là, pour se mettre en garde, on va se mettre en garde, on va écarter un peu plus les pieds. Et on va toujours se déplacer en ayant les pieds droits ici et en les posant verticalement au sol. Et toujours faire des pas mesurés. Et petits. Alors, et toujours avec des appuis bien calés. Là, ce que je vous explique, c'est la méthode, je dirais, italienne et française. Il existe une deuxième
à cette époque-là. C'est une deuxième théorie de l'escrime, qui est la théorie espagnole. Là, je ne me mêlerai pas de vous l'expliquer, parce que le spécialiste, il est Annas. C'est pas grave. Voilà. Donc, là, quand on veut se déplacer, eh ben, hop, on va se déplacer ici, en posant toujours les pieds à plat sur le sol. J'ai aucune contrainte de direction. Donc là, je vais vous demander, ou après tout, si on va le faire on va le faire avec les armes. Quelqu'un qui vient devant moi, s'il vous plaît. Vas-y. L'exercice est le suivant. On ne va pas porter les coups. Je suis là, je vais mener le coup. Donc, alors quand on prend les armes, déjà la première chose c'est que non, on ne laisse pas ouvert. N'oubliez pas que les armes elles sont là pour défendre votre vie. Donc à partir de là, l'épée, la première des choses c'est que la pointe va être en face de l'adversaire. Pour la dague elle va compléter une espèce de triangle ici qui va permettre de contrôler en fait tout ce qui arrive en direction des parties vitales, c'est-à-dire la tête et la poitrine. D'accord? Et là, on va se déplacer en essayant d'être en équilibre. On ne cherche pas à donner le coup. D'accord? Tranquillement, et on essaye de... Attention, celui qui suit doit essayer de rester, rappelez-vous d'hier, la ligne ne bouge pas. Si je fais ça, je suis sorti de la ligne, c'est-à-dire que son épée n'est plus gênante pour moi. Par contre, mon épée est gênante pour lui. Donc là, il suffit de terminer. D'accord? Si je suis dans cette situation-là, je suis en position de force. Donc, celui qui suit va immédiatement chercher à annuler ma position de force. Donc, revenir, voilà, de manière à sauver. Je change, j'essaye de tourner. On ne va pas chercher à toucher, on essaye de rester à distance. Par contre, la distance, ça ne va jamais être cette distance-là. Là, je suis trop loin. Là, je suis hors de distance. La bonne distance, ne bouge pas. La bonne distance, ça va être une distance où, en un coup modéré, je peux frapper et amener ma lame derrière mon adversaire. Là, je suis à distance pour frapper. D'accord? Et je ne vais pas me fendre plus que ça. Pourquoi je ne vais pas me fendre a priori plus que ça? Simplement parce que si je pars et que je fais ça, j'atterris ici, sur l'herbe, là je suis en grand écart. Je tombe, je n'ai en plus, je risque de ne pas avoir touché mon adversaire, je tombe, et une fois à terre, s'il est de bon cœur, il me relève. A priori, il ne va pas s'amuser à faire ça. Là, je me démerde, il va en profiter pour me terminer, et il aura gagné. D'accord? Donc on essaye de se déplacer, un qui mène, l'autre qui suit, en restant toujours en face, et en gardant toujours les armes contrôlées ici, puisque les deux armes vont me permettre de contrôler et de sauver ma peau si jamais mon adversaire m'attaque. Oui. À quel moment on voit apparaître, parce que là on parle de la position de garde, à quel moment on voit apparaître ce qu'on appelle vraiment la position de garde, la marche, la retraite, la fente? Est-ce que la fente était utilisée? Oui, on a fait ça un pas extraordinaire. Il commence à être utilisé, il ne se fait pas tout à fait comme on le fait aujourd'hui. Mais oui, ce mouvement-là existe. De toute façon, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que les mêmes contraintes amènent les mêmes réponses. On est tous fait pareil. Alors on ne peut pas dire la fente, enfin j'aime pas la notion de dire la fente a été inventée à telle époque, tel truc a été inventé à telle époque. Par contre, on s'est assez rapidement aperçu que pour frapper, en fait, il fallait pousser avec les hanches et avec le buste, il fallait pousser la pointe vers l'avant. Le fait de déplacer la main ici, enfin de déplacer, de pousser en faisant un grand pas comme ça, ce qu'on appelait à l'époque un pas extraordinaire, et le terme extraordinaire n'est pas là pour rien, c'est bien un coup qu'on
va utiliser un déplacement qu'on va utiliser qu'une fois de temps en temps, parce que des déplacements, on en a d'autres. Hein. Voilà, donc, marche, je peux entrer du pied gauche, ça existe aussi, ça me permet en plus de sortir de la ligne. Je peux passer sur le côté, c'est-à-dire faire un pas. Donc en fait, la fente telle qu'on la connaît, oui, la connaît, bien sûr. Et je dirais que ce mouvement-là, du moins, il y a des traités d'épée longue, c'est-à-dire d'épée du 14e, 15e siècle, qui le présentent. Plutôt qu'un qui présentent ce coup. Hein, on voit des gens qui sont comme ça, à l'épée longue. Bon, donc c'est connu. On sait que depuis longtemps, je suis là, je fais ça, ça fait un trou dans l'adversaire. D'accord? Par contre, oui, nous on a besoin d'aller toucher de loin, c'est quand même un mouvement qui est vachement bien. Donc je suis là, je reviens à distance, donc on va garder. Parce qu'on a encore l'utilité aussi de ce mouvement. La flèche aussi. Alors la flèche, oui, ça existait. Alors, par contre, ça existait en salle. Et c'était très déconseillé. Parce que vous faites une flèche sur l'herbe, vous vous ramassez, merci. Par contre, ce qui existait, c'était ça. Là, je suis en équilibre. C'est pas une flèche, c'est une passe. Ça existait, oui. D'accord? Donc, un qui mène, l'autre qui suit. Cherchez pas à avoir des déplacements. La seule chose que je vous conseille, c'est d'avoir le pied en direction de l'adversaire. Là. Pourquoi? Parce que votre pied, votre épée, va suivre votre pied. D'accord? Allez. Et je pense que vous avez remarqué hier, pour ceux qui l'ont utilisé, le bras ne va pas suivre. Donc, pour des rapières lourdes, là, déjà, on va essayer de minimiser au maximum ce poids. L'arme est longue. Oui, donc, en fait, on va passer l'index devant. Voilà. Mettre le pouce sur l'auricasson, mais on ne va pas tenir sur l'auricasson. En fait, ce qui tient, c'est le petit doigt et l'annulaire. Et le fait que le pommeau soit placé, peu comme avec un sabre, sous le poids de l'arme. C'est-à-dire que là, pratiquement, je peux tenir mon arme sans que mes doigts ne soient posés dessus. D'accord? Là, je tiens bien l'arme. Ça s'appelle, une rapière bien montée s'appelle entre 800 grammes pour les plus légers et 1 kg. Au-delà, 1 kg 2. 1 kg 2. C'est la limite de maniabilité pour les simulateurs qu'on a aujourd'hui. Une rapière d'1 kg 5, 1 kg 6, elle fait 10 tonnes. C'est la longueur de la lame, c'est qui fait l'inertie. Mine de rien, ça ne fait que 10 cm de plus que les armes qu'on a l'habitude d'avoir. Mais ces 10 cm de plus vont amener pas mal de paramètres différents, notamment dans la tenue d'arme. Et puis, aussi, dans la manière de le travailler. C'est-à-dire, là encore, on va faire un petit exercice rapide. Si je veux passer de l'autre côté, si je fais ça comme on a l'habitude de faire au pleuret, très rapidement le poignet ne suivra pas. Donc ça veut dire qu'il faut une technique spécifique. La deuxième chose, c'est que tout comme le crime sportif, il va falloir contrôler la lame adverse. La lame adverse, vous avez des lames triangulaires, moi j'ai une lame plate. Ici, j'essaye de contrôler sa lame avec le plat de la mienne. Je ne vais pas avoir d'autorité dessus. Nous, on a des lames ici. Même à l'époque, avec le plat de la lame, je ne peux pas avoir d'autorité. L'autorité maximum, je vais l'avoir avec le tranchant. Lorsque je vais placer mon épée ici, je vais la placer avec le tranchant qui est avec mon épée. Si je veux passer de l'autre côté, en fait, je vais travailler non pas avec les doigts, mais avec le poignet.
alléger ma pointe. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas pivoter ici, je vais pivoter ici. Là, je fais ça. Je suis là. Alors, vous voyez, madame, il y a ma petite qui monte, ce qui va me permettre de libérer ma pointe, de baisser la pointe, de remonter la pointe. D'accord? Vous essayez? Deux par deux, en garde. Faire mal. Voilà. Ici. Il est devant. Quand on est dedans ou dehors, t'es tout le temps La majeure partie du temps, tu es avec le tranchant en opposition. ouais, mais au niveau de la main, ça c'est chacun comme il le sent. C'est-à-dire? Mais toi, quand t'es comme ça, je suis pas toujours la main En pronation ici. Par contre, si je viens de l'autre côté, c'est vraiment inclination. Après, il existe des coups qui peuvent frapper ici. Ce genre de coup-là existe. Ouais, c'est techniquement celui-là, Ouais. je suis pas à l'aise. Et ça, c'est le coup qu'on appelle le second. C'est la comme ça, la fondation sur fondation. T'es assez proche du sable, simplement au lieu de tenir ton arme comme ça, Voilà. tu la tiens ici. Alors, dernière chose qu'il faut bien comprendre, c'est que cette arme ne se manie pas seulement avec le bras. Là, je vous montre comment on passe de l'autre côté. Mais par contre, lorsque je vais vouloir donner le coup, c'est l'ensemble du corps qui va frapper. C'est pas mon bras. D'accord? C'est pas mon bras qui part. C'est mes jambes. En fait, c'est mes jambes qui vont pousser mes hanches. Mes hanches vont pousser le haut du corps. Le haut du corps va pousser. Si je veux frapper, je peux frapper, ne bouge pas. Je peux frapper ici, comme ça. Là, c'est le corps, on reste sur mes hanches qui vont me permettre de toucher. Par contre, à l'époque, ça se faisait. D'accord? Donc vous essayez de passer d'un côté à l'autre de la lame. L'escrime de terrain. C'est une escrime qui a été utilisée. Numérotation des positions. Mon adversaire m'attaque, je sors mon épée du fourreau. Je suis là. Ici, je vais être en prime. J'ai mon épée ici. Je la tire du fourreau. Ouais. Non, c'est pas mon idée à venir là. Non. Je suis là. Ici, je suis en prime. Là, c'est pas une position pratique. Je vais descendre ici en second. Puis, au cours du combat, on va se relâcher. Voilà. Là, je suis en tierce. Les coups qui vont arriver, je vais venir ici, en quarte. D'accord. Prime, j'ai les quillons verticaux. Seconde, c'est l'un des coups avec lequel on va frapper. Tierce, c'est ma position de repos, ça va être ma position préparatoire. Parce que là, quasiment, je peux ne pas tenir mon épée. D'après la manière dont je vous l'ai montré. Quarte, ici, c'est l'arme qui va contrôler tout l'intérieur. Je peux frapper de quarte. Je peux frapper de seconde. Ah, tiens, un petit détail. Avance ton bras. Enfin, avance ton bras. Regardez. Si je suis en quarte, ici, je suis en quarte. Je ne déplace pas ma main. Je suis ici. Si j'avance, les quillons ici vont me protéger. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Je vais rester devant. Là, j'utilise les propriétés de mon arme. J'ai des quillons, je vais m'en servir. C'est pas pour faire joli. D'accord? La technique de la rapière, surtout en rapière seule, va utiliser les quillons. Et les cônes de protection Et le cône de protection, ben regardez, je suis là, ici, là je suis protégé. Alors mon adversaire peut dire, haha, là, la pointe voit. Oui, mais si j'avance, la pointe ne voit plus.
peu de sang là. D'accord. Donc ça veut dire que l'aiguillon, je vais m'en servir. Si mon adversaire passe de l'autre côté, voilà, moi il me suffit d'accompagner, et là je suis protégé. Passe de l'autre côté, j'accompagne, je suis protégé. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir à déplacer mon arme. Je vais utiliser l'aiguillon pour contrôler d'un côté. S'il passe de l'autre côté, contrôler de l'autre. J'ai une arme qui a cette propriété-là. Je vais m'en servir. D'accord? Quand je suis en garde, normalement, je vais être là. Donc, je vais frapper en seconde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas frapper de tierce, on ne peut pas frapper de prime. On peut le faire. Par contre, le gros inconvénient, c'est que, surtout avec des débutants, si vous faites frapper ici, si vous faites frapper ici, il y a de fortes chances qu'un débutant ne sache pas faire plier la lame. S'il ne sait pas faire plier la lame, c'est son adversaire qui va reprendre toute l'inertie dans la paillette. Donc à partir de là, il est beaucoup plus facile de neutraliser l'inertie et de faire plier la lame d'un côté ou de l'autre, en tierce, en seconde ou en quart. C'est pour ça que je préconise ces deux coups. Après derrière, eh bien, si j'ai des escrimeurs bien expérimentés, eh bien oui, on peut donner le coup ici de prime, ou on peut donner le coup ici de tierce. Les deux fonctionnent. Et 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Pourquoi? La quinte existe, et la quinte de l'époque va se faire dans certaines circonstances très particulières. C'est-à-dire que là, on est sur une logique aussi. Regardez, je suis là, prime, seconde, tiers, quart. D'après vous, où est la quinte? Alors, non, pas comme ça. Ici. Ah. Je continue mon cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Je continue mon cercle. À quoi va pouvoir bien servir une position comme ça? Ben, c'est tout simple. Mon adversaire m'attaque. Je suis pris. Je vais sortir de la ligne en portant mon arme en 15. En gros, la quinte ne sert qu'à ce mouvement-là. Après, C'est le mouvement d'urgence un peu. ça c'est un mouvement d'urgence. Après, vous allez me dire, oui, mais on a le droit de donner des coups de tranchant. Donc si mon adversaire me décharge un escramasson à la tête, je vais prendre quinte. Non, c'est moi qui t'attaque. Je donne le coup. Alors on va aller jouer ce film de spectacle. Oh, prends ta parade. Voilà. Bon, alors là, ça se termine comme ça. Vous esquivez quoi. Donne-moi ce coup-là. Tranquille. C'est quand même vachement plus efficace. Moins joli, mais beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que j'ai des quillons, j'ai une garde, je vais placer mon arme sur la trajectoire de son coup de taille, je vais l'intercepter, mais moi j'ai une lame longue et je vais planter. Le but du jeu, c'est pas de faire joli, le but du jeu, c'est de tuer. D'accord? Vous comprenez le principe? Faut pas rater l'esquive quand même. Avec ça, l'esquive, elle se rate assez rarement. Allez, en garde. Et là, vous essayez, bon, vous pouvez essayer avec les positions si vous voulez, mais surtout, vous essayez de passer l'arme d'un côté à l'autre. Allez, on va porter les coups et comment on va se mettre pour ne pas les recevoir. Donc, j'ai besoin d'une victime en face de moi, évidemment. Tiens, quand même. Là, on a deux armes. Et on n'en a pas qu'une seule. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir contrôler une arme ici, et si mon adversaire m'attaque, vas-y, attaque-moi avec la pierre. Voilà, je vais pouvoir également utiliser la dague pour contrôler. La seule chose, c'est que
lorsque mon adversaire va m'attaquer, alors bon, en gros, au niveau de la position, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire plus ou moins un triangle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ce triangle ici, eh bien, mon adversaire va pouvoir m'attaquer d'un côté, c'est-à-dire il va m'attaquer ici, ou il va pouvoir m'attaquer à l'intérieur du triangle. Ouais, non, passe par en dessous et donne-moi un stock, s'il te plaît. Donc, il va pouvoir m'attaquer. Là, je vais pouvoir contrôler avec la dague, mais aussi avec la rapière. Ou il va pouvoir attaquer de l'autre côté du poignard. Ici. Et là, je vais contrôler avec le poignet. Donc, en fait, ce triangle, je vais le garder ici devant lui. Et mon adversaire va tranquillement me pousser la botte. Donc, je suis là. Mon adversaire va me pousser la botte. Je vais pivoter ce triangle et simplement avancer. Ensuite, il va attaquer. Je suis là, il va attaquer par l'extérieur. Je tourne toujours le triangle, je vais avancer. Ça marche aussi. Une fois, c'est l'épée qui va reprendre, une fois, c'est la dague qui va reprendre. Le but du jeu, c'est de sauver ma peau. Celui-là, mon adversaire m'attaque à l'extérieur du poignard. Même principe. D'accord? J'ai mon triangle, je vais tourner ce triangle ici de manière à capter sa lame. Aucun problème. D'accord? Alors ça, c'est une méthode. Elle a l'avantage d'être facilement accessible pour, je dirais, tout un chacun, y compris les débutants. Parce que ça donne, voilà, plutôt que de décoordonner les deux armes, cette méthode-là permet d'avoir un système relativement efficace. Et surtout, évite ce genre de choses. On regarde, là c'est moi qui vais porter le coup, et tu vas me faire une belle parade de dague. Donc je porte le coup, voilà. Tout simple. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai porté le coup. Déjà, j'ai porté le coup à distance très faible. Je suis là. Il apparaît. Donc là, sa pointe est encore devant. Je peux continuer. Même si je suis derrière. Donc là, il est bien ouvert. Hop! Vas-y, t'essayes de parer de la dague. Hop! Je vais en venir ici. Je m'en fous. Je vais essayer de toucher. Moi, je vais essayer de frapper. Je suis là. Je vais essayer de frapper. Je suis lancé. Je ne vais pas me reculer. Si je me recule, je frappe, il part de la dague. Si je me recule, d'accord? Mais vous voyez que s'il écarte avec la dague, ben, ça va être très gênant. Rappelez-vous hier ce que je vous ai dit sur le cône de protection. Il s'applique ici aussi. Mon adversaire vient me frapper. J'utilise le cône de protection, l'épée elle est devant moi, elle passe sur le côté, elle est devant moi. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, là je le frappe. Je contrôle avec le poignard. Avec le cône, ici, si mon adversaire m'attaque entre deux armes, là je place mon cône, j'avance. D'accord? Vous essayez. Donc on maintient ses armes à peu près en triangle. Et quand l'adversaire arrive, je vais ici, ici. Dernière chose. À ce petit jeu, je peux me tenir sur le pied devant. Je peux me tenir sur le pied arrière. Je vais être ici. J'ai toujours le même pot devant moi. Si mon adversaire m'attaque, sous le cône, je peux prendre la parade et avancer. Aucun problème. D'accord? Ce qui va porter le coup, c'est le fait d'avancer. C'est pas ça. Parce que là, vous allez vous démonter l'épaule. Je suis là, je vais avancer devant. Tout en contrôlant avec la dague. Et je reviens ensuite derrière avec mon fil. Là.
Vous essayez? Deux par deux. Un qui attaque, un qui va défendre. La philosophie du combat, donc on va rester sur cette notion de triangle là. On peut se déplacer avec le pied gauche devant ou le pied droit devant. D'accord? Donc ça on va l'appeler le long jeu, parce qu'a priori on va être loin. Ça on va l'appeler plus le court jeu, parce qu'a priori on va être beaucoup plus près. D'accord? Si je suis là, eh bien je peux frapper. Il a réussi à parer. Bon, un bras, je contrôle et je repars. Hop. L'idée générale, ça va être, en essayant de garder le triangle, de se placer de telle manière que je puisse frapper mon adversaire simplement en un pas. C'est-à-dire que je suis là, on va se déplacer là, on va garder les armes relativement proches, ici, ou là, mais le jeu, là on est déjà plus loin, il va falloir que je m'approche, mais que mon coup soit la conséquence d'un placement. D'accord, je suis là, hop, je suis placé, il est piégé, boum, je peux avancer. D'accord? Vous comprenez le principe? Évidemment, mon adversaire va chercher en gardant. Non, vous faites le tour les enfants. C'est dangereux les trucs qu'on fait. On essaye de garder les armes loin, c'est-à-dire relativement proche. N'ouvre pas, parce que si j'ouvre, eh ben, je donne toute la cible et c'est dangereux. Donc je resserre un peu la cible. On va essayer de se mettre en position pour toucher l'adversaire. D'accord? Deux par deux, en garde. 7e pièce. Faut reprendre un bouquin de cette époque-là. Il en existe fort heureusement en français. On a même une documentation qui est plutôt pas mal. Moi, je vous conseillerais un ouvrage, si vous devez le faire, qui s'appelle le livre des leçons, qui est attribué à Heredia, qui est un capitaine espagnol. C'est certainement pas lui qui l'a écrit. Mais par contre, c'est un livre de leçons, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble de la technique. Après, la terminologie, bon, il faut s'y faire un petit peu. C'est aussi un langage infravé du XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qui est disponible sur Internet, notamment sur un site qui s'appelle Le Conservatoire, qui est tenu par un gars dont le pseudo est Ancididium. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, peu importe, n'empêche qu'il a fait un travail avec un traité qui est idéal pour, à mon avis, pour débuter. Il est extrêmement accessible et il y a toute la technique. Après, c'est comme n'importe quelle technique, si vous voulez l'enseigner, il va falloir la bosser. Moi, mon jeu, c'est de vous donner des clés qui vont vous permettre, derrière, de pouvoir décrypter qu'est-ce qui est dit dans le texte et comment on peut l'exploiter. Tous ces noms, créatifs et tout ça que tu nous donnes, c'est sur ton site? Alors, celui-là n'est pas sur mon site. Mais par contre, si vous avez le truc, sur mon site, il y a mon email. N'hésitez jamais à m'envoyer un mail pour me poser la question. Il n'y a aucun problème, je vous donnerai les trucs. Sur mon site, par contre, il y a quelques autres traités. Il y a celui de Giganti, celui de Scalvacabo et celui de Nancy qui ont été transcrits, enfin que j'ai transcrits. C'est-à-dire qu'ils sont sous une forme à peu près accessible, mais qui peuvent être peut-être un peu plus difficiles d'accès que le Heredia. Le Heredia, en gros, vous avez un cursus de leçon qui est tout prêt, vous n'avez plus qu'à le suivre pour démarrer l'activité avec vos élèves. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai pris un traité, j'ai pris mes élèves, j'ai une dague, une rapière, bon les mecs on va essayer. Et puis on va voir ce que ça donne. Et à l'arrivée, ça donne quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on va faire 2-3 techniques histoire. T'es gaucher? Ouais. Alors j'aimerais bien un droitier en face de moi, ce sera plus simple. Désolé. S'il vous plaît. Les gauchers, c'est le diable. Bien, tout le jeu, quand on a une dague et une rapière, tactiquement, ça va être d'amuser l'adversaire. C'est-à-dire de le décoordonner. Si mon adversaire a l'arme avancée, alors mettons une tierce, dans la position de base, voilà, on va mettre la tierce.
Pourquoi? Parce que c'est une position qui permet de se reposer un peu. J'ai mon adversaire qui est comme ça. Eh bien, je vais lui faire ce qu'on appelle une feinte sous le poignard. Là, il a, je bouge pas. Là, il est en situation avec le poignard haut. Alors, plutôt que comme ça, il vaudra mieux qu'il soit là. D'accord? Ici, on va avoir le poignard haut. Ici, on va avoir le poignard bas.